Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode, mais sans facecam pourri. Ne soyez pas déçus. Bref, cette fois, nous revenons, comme vous avez pu le lire dans le titre, sur le principe de socialité, et nous allons introduire la notion de superorganisme, en y regardant de plus près. Alors, dans un premier temps, le concept de socialité a déjà été abordé dans l'épisode 6 de dépression sélective, et est lié à la sélection indirecte, ou sélection de parentèle selon Hamilton. Je vous renvoie donc à cet épisode en deux parties pour mieux comprendre le mécanisme. Merci Wikipédia. Le socialité est un mode d'organisation sociale chez certains animaux, suivant lequel un même groupe d'individus vivant ensemble est divisé en castes d'individus fertiles et non fertiles. Les individus fertiles sont chargés de la reproduction, tandis que les autres s'occupent de les nourrir et de les protéger, accordant ainsi aux petits plus nombreux une plus grande chance de survie. À long terme, le fait que tout individu du groupe travaille pour la colonie et non pour lui-même engendre ce qu'on appelle un superorganisme, par exemple une fourmilière. Un superorganisme est un organisme composé de nombreux individus. C'est en général une unité d'animaux eusociaux, où la division du travail est hautement spécialisée, et où les individus isolés ne sont pas aptes à vivre par eux-mêmes sur de longues périodes. Les insectes hyménoptères eusociaux, comme les fourmis, les guêpes ou les abeilles, sont l'exemple le plus connu de superorganismes, mais on peut appliquer ce concept à d'autres communautés d'individus ou d'espèces, termites, crevettes, ou encore le fameux ratopnu, les ratopes étant le seul groupe de mammifères eusociaux connu à ce jour d'ailleurs. Inclinez-vous maintenant, gloire, gloire au ratopnu. Le socialité est défini par plusieurs critères. La division et la spécialisation des rôles entre les membres, dont une caste reproductrice, la cohabitation de différentes générations, une forte cohésion des membres par échange d'informations et de matières entre les individus, et un soin collectif apporté aux jeunes. Ainsi, les blattes ou les locustes, bien que grégaires, ne sont pas sociaux. Bon. Si on résume, au sein d'un superorganisme, les individus ne vivent pas par et pour eux-mêmes, mais sont des unités dévouées au service de la collectivité. Dans un sens, un peu comme les cellules chez un simple organisme. À ce titre, chacun de ces individus est à son échelle limitée en termes de taille, de puissance physique, d'intelligence, etc. Leur force réside donc dans la coopération, qui reste certes assez rudimentaire, mais s'avère néanmoins très efficace au niveau d'ensemble. Les tâches dévolues à chaque individu sont simples, comme ramasser un œuf et l'amener vers un endroit sûr, prendre de la nourriture acheminée par un autre individu et la déposer en un lieu donné, etc. Bref, un comportement somme toute primitif, si on peut dire, mais dont le résultat à l'échelle de la communauté est complexe et tout à fait cohérent. Aussi, à la différence des modèles sociaux humains, le comportement de l'individu privilégie toujours et exclusivement l'intérêt de la collectivité. Ce type de comportement purement altruiste va alors aboutir à l'émergence d'une forme d'intelligence collective. Ce principe de plusieurs entités simples en interaction desquelles émerge à un niveau collectif une structure complexe, pouvant être qualifiée d'intelligence dans une certaine mesure, est présent dans différentes disciplines. Biologie, physique, informatique, etc. Un superorganisme est une colonie d'individus travaillant de concert pour produire un phénomène gouverné par la collectivité. Le phénomène incluant toute activité voulue par la colonie, comme collecter de la nourriture ou choisir un nouveau site de nidification. C'est un concept sociobiologique selon lequel une organisation sociale, comme une communauté, transcende les organismes biologiques qui la composent. Cette définition a même été étendue par certains qui voient la Terre elle-même comme un superorganisme. Appelée hypothèse Gaïa ou encore hypothèse biogéochimique, elle considère notre planète comme, je cite, un système physiologique dynamique qui inclut la biosphère et maintient notre planète depuis plus de 3 milliards d'années en harmonie avec la vie.
L'ensemble des êtres vivants sur Terre formerait ainsi, selon cette hypothèse, un vaste superorganisme, alors surnommé Gaïa, en référence à la déesse de la mythologie grecque personnifiant la Terre, réalisant l'autorégulation de ses composants pour favoriser la vie. Cependant, cette idée reste très controversée, bien qu'intéressante, et je suis moi-même assez sceptique. Du moins, si un jour cette hypothèse venait à se vérifier, je me demande quel rôle peut bien jouer l'être humain dans cet équilibre dynamique, avec le merdier qu'il fout tout autour de lui. Peut-être que, finalement, l'agent Smith dans le film Matrix a raison, et que l'humanité est une sorte de virus ou de parasite infectant ce superorganisme qu'est notre planète. Les humains sont une maladie contagieuse. Le cancer de cette planète, vous êtes la peste. À méditer. Dans un même ordre d'idées, l'écrivain et penseur des années 60, Timothy Leary, suggère qu'il n'y aurait en réalité qu'un seul organisme sur la Terre, l'ADN. Il décrit toutes les espèces et les formes de vie physiquement indépendantes du superorganisme, et leur but, grandir sur la planète. Il clame aussi que l'ADN a précédemment grandi pour s'installer sur Terre, rejoignant les idées de panspermie. Pour finir, quelques scientifiques proposent de voir l'être humain comme un supra-organisme, du fait de son système digestif qui contient d'innombrables micro-organismes dont le génome collectif est constitué d'au moins 100 fois plus de gènes que notre propre génome. Ou encore, d'autres scientifiques proposent la théorie de l'hologénome, ce qui signifie littéralement génome total, l'être humain étant un holobionte dont l'hologénome serait constitué du génome humain et du génome de son microbiote. Tous les insectes eusociaux, c'est-à-dire les fourmis, les abeilles, les termites et autres, présentent les mêmes caractéristiques. L'existence d'un lieu de vie commun, le nid, permettant entre autres la gestion d'un stock de nourriture et la protection des larves, la longévité du ou des individus reproducteurs, la reine, la répartition des tâches dans la colonie avec spécialisation des individus en castes, la communication entre tous les constituants du groupe social. Par exemple, une abeille est certes un individu, mais seule elle ne peut pas survivre. La division du travail dans la ruche est si importante, même fondamentale, qu'une abeille se définit par sa caste et donc son rôle dans la colonie. Elle est avant tout ouvrière ou reine. Autre cas, les siphonophores, qui sont un ordre de cnidaires marins pélagiques, comme les méduses, ayant la particularité de vivre dans des colonies où chaque polype possède une tâche spécialisée. Ce qui semble alors être un individu unique est en fait un regroupement d'individus, pouvant dans certains cas atteindre plusieurs milliers de polypes. Il existe 4 types de polypes spécialisés. Il y a les flotteurs, les locomoteurs, les mangeurs et les reproducteurs. Si vous voulez leur donner des noms, comme les septins, on a plouf, vroom, miam, et vas-y comme ça, oui oui c'est bon, je la sens bien, oui oui encore oui, oh oui encore oh oui oui oui. Certaines espèces de grande profondeur, telles le siphonophore géant vivant dans les abysses, peuvent atteindre une quarantaine de mètres de long. Alors là, je vous préviens tout de suite, je ne vais pas être du tout objectif, car on va parler d'Herbert Spencer. Mais si, vous savez, le père du darwinisme social et autres idées nauséabondes d'application des lois naturelles qu'il a mal comprises à la société. Oui, voilà, ce Spencer-là. Donc autant vous dire que je n'aime pas beaucoup ni le bonhomme, ni ses convictions idéologiques. Aussi, à mon sens, ses propos, dont on va parler maintenant, sont à prendre avec des pincettes. Bref, en sociologie, le concept de superorganisme est développé par Herbert Spencer, qui introduit le terme superorganique dans 2 ouvrages publiés respectivement en 1862 et en 1876. Dans le premier chapitre de ses principes de sociologie, qui s'intitule Évolution superorganique, Spencer considère que les processus d'évolution inorganique et d'évolution organique sont suivis par le phénomène d'évolution superorganique, concernant le monde des organismes sociaux. Bon, jusque-là, je veux bien. Ensuite, le titre du 2e chapitre de la seconde partie des principes de sociologie affirme que la société est un organisme. En gros, pour Spencer, l'expression superorganique correspond à une propriété émergente des organismes en interaction, c'est-à-dire des êtres humains. En soi, dans le contexte, le concept me paraît intéressant. Néanmoins, là où ça peut et où ça va me poser problème, c'est que si on rapporte et qu'on applique ces propos à la définition actuelle de superorganisme, cela amène à pouvoir implicitement considérer la possible existence de castes transcendant les individus au sein de la société humaine.
Or, quand on sait que Spencer était convaincu qu'il existait une hiérarchie entre les individus et que ces idées ont engendré l'eugénisme et le fascisme, j'appelle à la prudence face à ce genre d'allégations. Abonnez-vous à ma chaîne si c'est pas déjà fait, parce que s'abonner, ça troll le cul.